Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. En ce dimanche 12 octobre, l'actualité c'est bien sûr cet exploit. Il l'a fait, il entre dans la légende. Valentin Vachereau a soulevé le trophée à Shanghai. Une victoire pour le sport monégasque puisqu'il est le premier joueur de tennis de la Principauté à se hisser à un tel niveau et à remporter un Masters 1000. Vous l'entendrez dans quelques instants et vous entendrez également la réaction du prince Albert II. Une finale très suivie à Monaco. Une de nos équipes s'est rendue au Monte Carlo Country Club pour capter la ferveur des supporters. On ne peut plus heureux. Et puis dans la suite de ce journal, nous accueillerons Luigi Sinapi, le vice-président de l'association Blue and Sport Alliance Monaco, qui a regroupé hier à l'hôtel Hermitage artistes et chercheurs dans un but sensibiliser à la protection de nos océans. Enfin, c'est une petite institution qui célèbre ce soir ses 30 ans au marché de la Condamine, où Cantine d'Aroca est une chorale chère au cœur des Monégasques, présente à tous les grands événements du calendrier. Et nous avons souhaité rendre hommage à ses membres passionnés dans un reportage. 204e mondial au classement ATP avant le tournoi, Valentin Vachereau a réalisé l'exploit à Shanghai. Le Monégasque a remporté le Masters 1000 au terme d'un ultime duel. Et quel duel face à son cousin Arthur Rinderknecht, 4-6, 6-3, 6-3. L'émotion était grande, le joueur de 26 ans est désormais 40e. Il a donc gagné 164 places, écoutons-le. I mean, of course, today was a little bit more special. It's a final. For any tournament, playing a final is a bit different. There was Arthur on the other side of the court, my cousin. So that was not easy as well to deal with. But I think we both just went on the court to just beat the other one, and that's what professional tennis players do. He played better than me for a little while out there. And yeah, really happy that I turned that around and probably played close to my best tennis of the week in the third set of this match. Yeah, I don't even understand why I'm sitting here right now. It's crazy. I mean, I'm think I'm gonna start realizing in the next few days. Right now, I just want to enjoy the moment. You know, this got really emotional on the court after and the ceremony with being up there with Arthur. Just unreal moments for both of us, for our family, and unfortunately there was one winner, but probably one family won, and the sport of tennis won as well, because the story we just wrote is amazing in my opinion, and yeah, I mean the emotions were just everywhere after the match. Yeah. Très ému également et enchanté de voir les couleurs de Monaco briller sur la scène sportive mondiale, le prince Albert II a livré sa réaction à chaud. C'est tout simplement époustouflant. Je n'ai pas d'adjectifs qui conviennent à cet exploit. On connaissait les qualités de Valentin, mais c'est vrai qu'il a franchi un palier depuis quelques mois, depuis quelques temps, et on savait qu'il avait un potentiel pour aller loin, mais on ne pensait jamais qu'il puisse arriver aussitôt dans une finale de Masters 1000, et donc c'est un exploit remarquable, et non seulement par la technique et par le physique, mais aussi par le mental. C'est un garçon qui a beaucoup progressé à ce niveau-là, et puis je sens vraiment qu'il y a toute une équipe autour de lui, qui a vraiment cet esprit d'équipe qu'on ne retrouve pas toujours dans le tennis et dans d'autres sports individuels, mais je pense que le fait que ça soit aussi un joueur de Coupe Davis et que ça faisait partie de sa formation, qu'il y a vraiment il y a ce soutien autour de lui et cet esprit de famille qu'ils ont tous sucré, mais aussi qui a été insufflé par la présidente, par Mélanie de Massy, par ma cousine. Et donc c'est pour lui rendre hommage aussi, pour rendre hommage à toute l'équipe. Et c'est vraiment, d'ailleurs il a souligné lui-même dans plusieurs interviews. Donc c'est vraiment un résultat extraordinaire de ce point de vue-là aussi. C'est qu'il y a, voilà, même si c'est un sport individuel, il y a vraiment une équipe autour, il y a la force d'une équipe autour. Et c'est vraiment un très très grand moment pour le sport monégasque. Même si on est un petit pays, même si on a des limitations dans beaucoup de domaines, on peut, grâce à un esprit, grâce à une dynamique,
on peut faire de très grandes choses. Bien sûr que c'est une très très grande émotion et que quand je verrai Valentin, je pense qu'il y aura une petite larme à l'œil, parce qu'il vient aussi de... vous avez vu, il était loin d'être parmi les meilleurs joueurs au monde, mais de franchir ces paliers-là aussi vite, c'est assez extraordinaire, mais j'espère qu'on lui fera une belle fête quand il reviendra en principauté. Et dans son parcours exceptionnel, Valentin Vacherot a pu compter sur la force de tout un pays. Les supporters, bien sûr, n'ont rien manqué de cette finale. Elle était diffusée notamment dans la halle du marché de la Condamine, sur grand écran, mais aussi au Monte Carlo Country Club. Théo Schumer et Lionel Bernardi étaient sur place. De la tension et du stress, mais pour la bonne cause. Les 30 supporters présents au Country Club n'auraient manqué pour rien au monde cette finale historique de Masters 1000, disputée par un joueur de la Fédération monégasque pour la première fois, Valentin Vacherot, face à son propre cousin. Le score est serré, puis la pression redescend lorsque tout est joué, jusqu'à la victoire éclatante. Incroyable, incroyable, il le mérite. Je sais pas, on n'a pas les mots. Bravo, bravo. Il le mérite. Tellement fière de toi. On avait la pression, mais franchement, on est trop heureuse. C'est incroyable, juste incroyable. Valentin, c'est un jeune, un ami qu'on voit tous les jours ici. Il a réussi à faire un exploit incroyable, incroyable. Pour Valentin, pour Benjamin, moi je les connais depuis qu'ils sont tout petits. C'est la victoire d'une famille, mais une famille bien équilibré, qui est avec des valeurs, et c'est vraiment mérité. On sent votre émotion. Ah ouais. Moi j'ai connu tout le monde, tout petit. Mes titres est un Master 1000, c'est pas un ATP 125-250, c'est un Master 1000, c'est un des 9 plus grands tournois de l'ATP. C'est vraiment quelque chose, on a du mal à réaliser. Valentin Vacherot entre dans la légende du tennis monégasque. Arrivé 204e mondial au début du tournoi, il le termine 40e au classement ATP. Ses fidèles supporters de toujours attendent maintenant impatiemment son retour en principauté pour célébrer son exploit en famille. En foot, c'est désormais officiel. L'AS Monaco a un nouvel entraîneur. Son nom circulait depuis plusieurs jours. Il s'agit bien de Sébastien Pocognoli. Le Belge de 38 ans sort d'une expérience pleine de succès en Pro League avec la Royal Union Saint-Gilloise. Engagé jusqu'en juin 2027 avec les Rouges et Blancs, le successeur d'Adi Hutter débutera sur le banc avec l'ASM samedi prochain à Angers, alors que les Monégasques sont actuellement à la 5e place du classement de Ligue 1. Direction l'Ermitage. L'hôtel a accueilli la 3e édition de The Ocean Meets Art, un événement organisé par Blue & Sport Alliance Monaco qui réunit notamment des artistes et des chercheurs autour d'un objectif que nous allons détailler tout de suite avec le vice-président de l'association et directeur général de l'Organisation hydrographique internationale. Bonsoir Amiral. Et bonsoir à vous et merci pour la possibilité de dire deux paroles sur l'événement de ce soir. Alors cet événement, The Ocean Meets Art, c'est un événement avant tout au service de la protection des océans? Oui, c'est pour la protection de l'océan, pour la sensibilité que nous avons pour l'océan et pour voir, pour explorer des choses qui sont très bien connectées entre l'océan et l'art. Donc la soirée s'est ouverte sur un programme artistique et sensoriel autour de 5 artistes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et nous présenter leur travail ? Oui, exactement. Nous avons 5 artistes de différentes disciplines de l'art contemporain qui sont italiennes, qui sont étrangers et qui ont accepté de venir ici pour faire l'exhibition de leurs tableaux et qui sont en reproduction des différentes facettes de l'océan et pour représenter combien l'océan c'est fragile aujourd'hui et nécessite de l'attention de tout le monde entier. Et cet événement-là est un événement que nous avons décidé de faire ici à Monaco avec notre petite association Blue Sport Alliance après des autres événements que nous avons tenus le 2023 et le 2024. Quel public vous voulez toucher? Vous voulez toucher le grand public, les décideurs politiques? Alors,
parler de toucher les politiques, c'est un peu trop. Nous voulons mettre ensemble des expériences parce que entre les scientifiques, nous avons des personnes, des scientifiques qui sont été dans les pôles pour 10 fois et on a une expérience de combien c'est fragile notre planète, spécialement à l'épaule. Et après, quand nous avons écouté sur la fragilité de l'épaule, nous mourrons au Méditerranée pour écouter combien cette partie du monde est sensible au changement climatique. Et il n'est pas un cas que nous sommes ici à Monaco parce que nous savons que la principauté de Monaco et son prince souverain est très sensible vers l'océan et ici à Monaco nous avons des grandes opportunités de parler de combien nous devons mettre ensemble notre effort pour soutenir cette période qui est très sensible pour notre océan. Aujourd'hui, Amiral, quels sont les principaux enjeux en matière de conservation des océans? Nous savons que nous avons principalement trois menaces à notre planète, que c'est le changement climatique, la réduction de la biodiversité et la pollution de notre océan. Et est important aujourd'hui de commencer à mettre ensemble les scientifiques, mais surtout de sensibiliser les nouvelles générations. Et juste pour dire que dans notre panel scientifique aujourd'hui, nous avons une expérience incroyable d'un professeur qui veut parler de l'importance de préparer les nouvelles générations, la nouvelle génération pour être à part avec le changement climatique et pour changer complètement la mentalité de comment s'approcher à l'océan. C'est un événement organisé par Blue Sport Alliance Monaco. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire cette entité? L'identité de cette association, c'est une association qui a comme objectif de rassembler des personnes, des scientifiques, mais ainsi comme cet événement de 2025, d'aujourd'hui, de mettre ensemble des différents acteurs qui on peut parler de l'importance de l'océan. Et entre, par exemple, cet artiste que nous avons aujourd'hui, il y a ainsi des personnes qui sont très engagées avec l'océan, avec les institutions pour représenter qu'il y a des importants aspects que nous devons tenir en grande considération pour les générations futures. Merci Amiral pour cette interview. Nous allons maintenant nous intéresser d'un peu plus près à ces tableaux que nous venons d'évoquer avec vous et qui vont jouer un rôle très important dans les futures missions de Blues Sport Alliance dans un reportage de Théo Schuber et Thomas Deus qui étaient à vos côtés à l'hôtel Hermitage. L'association Blue Sport Alliance travaille sur les effets du dérèglement climatique à travers des missions dans les pôles arctiques et antarctiques. Mais elle soutient aussi de nouvelles initiatives. La prochaine sera un partenariat avec l'action Help Save the Med, portée par l'Américain Tom Woods, qui partira en mer Méditerranée l'année prochaine pour étudier son changement. Les tableaux qui sont présentés ce soir sont donc une manière de l'aider à financer sa mission. Tom, avec sa mission, il va s'occuper de la Méditerranée. Il a prévu de faire 2000 milles en Méditerranée pour une campagne d'information avec son voilier, qui est un voilier de 20 mètres centenaire. Au moment de ce départ, on va faire une conférence de presse, on va faire un petit événement et on va faire une tombola avec ces tableaux pour aider Tom au départ de cette mission dans la Méditerranée. Mais avant la tombola vient le temps de l'information et de la sensibilisation. C'est tout l'objet de cette soirée. Les tableaux réalisés par des artistes internationaux sont là pour toucher, voire choquer sur la réalité du changement climatique. Et la conférence est là pour l'expliquer. C'est pourquoi elle rassemble des acteurs de la recherche qui travaillent main dans la main. On est très content d'être été appelé encore une fois pour supporter cet événement qui pour nous c'est très important sur Monaco, en société monégasque qui travaille dans un endroit international. En fait, on travaille avec ces projets de support à la base des recherches en Antarctique, d'un endroit qui est très fragile, très délicat, très complet. Et en fait, c'est la possibilité de l'union entre l'entreprise privée, l'État
et l'élément scientifique, et qu'ils travaillent tous ensemble pour le succès de la mission. Cette soirée aura donc permis de sensibiliser, mais surtout d'inviter toutes les bonnes volontés à prendre part à cette grande mission commune qui est la protection des océans. L'actualité en bref, vous l'avez sans doute remarqué hier soir, le palais princier était illuminé en rose, un symbole de solidarité avec les femmes atteintes du cancer du sein, impulsé par Pink Ribbon. Cette illumination à l'occasion de la campagne Octobre Rose est l'occasion de rappeler l'importance cruciale du dépistage précoce. Plus tôt la maladie est détectée, moins les traitements sont agressifs. Rendez-vous donc au CHPG ou en cabinet d'imagerie pour vous faire dépister sans attendre. Et l'association ne s'arrête pas aux illuminations de bâtiments emblématiques. Elle organise également depuis plusieurs années un gala dans le but de collecter des fonds pour la recherche. Hier, dans l'emblématique salle Empire de l'Hôtel de Paris, étaient réunis membres et généreux bienfaiteurs pour une soirée placée sous le signe du raffinement, du divertissement, mais surtout de l'engagement. Ils avaient rendez-vous aux urnes. Dans le cadre d'une élection législative partielle, les Français de la 5e circonscription de l'étranger, qui comprend l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco, ont voté aujourd'hui pour le second tour. En principauté, c'était à l'ambassade de France. Au premier tour, le 28 septembre, Nathalie Kodja est arrivée en tête avec plus de 26% des suffrages exprimés. Au second tour, la candidate du parti Renaissance est face à Marta Pessina de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, qui a recueilli 16% des votes au premier tour. Les résultats sont attendus dans la soirée. À noter que la participation était faible au premier tour et a à peine dépassé les 17%. Elle a même chuté à 15,28% à Monaco. Ils portent dans leur voix les traditions monégasques. Les bénévoles d'Oucantine d'Aroca s'apprêtent à célébrer ce soir, lors d'un concert apéritif au marché de la Condamine, un anniversaire, les 30 ans de la chorale. Créée en 1995, la formation musicale accompagne depuis tous les moments forts de la vie culturelle de la principauté. Patricia Navarro et Camille Caloni ont passé un moment avec cet ensemble qui, au fil des ans, s'est transformé en une véritable famille. C'est une histoire qui commence il y a 3 décennies au pied du rocher, celle d'une poignée de passionnés décidés à ne pas laisser s'éteindre la langue de leurs ancêtres, encouragés par le prince Régnier III. Et aujourd'hui, le nom même de la chorale Oucantine d'Aroca résonne comme un symbole de transmission et de fidélité à la culture locale. Les Monégasques ont toujours chanté. C'est quelque chose qui plaît à tout le monde. Et quand ils sont allés à la retraite, à partir de 60 ans, certains se sont dit « et si on chantait, on aimerait chanter ?» Et le monégasque, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur, puisque enfant, on n'avait pas eu les cours de langue monégasque à l'école, comme aujourd'hui la jeune génération. C'est notre patrimoine. Donc ce que nous chantons, nous le vivons. C'est la vie de nos anciens, des vieilles, qu'on appelait en monégasque, les vieux. Ma grand-mère était sur le rocher et ma grand-mère parlait monégasque. Et vraiment, lorsque le prince Régnier a voulu qu'on fasse les cours de monégasque, j'arrivais à ma retraite et j'ai dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être bien !» Parce que j'avais cette musique de la langue. Au fil des années, le groupe a évolué, les visages pour certains ont changé, mais la mission première a été conservée, chanter en monégasque et faire vivre à travers les mots et les mélodies tout un pan du patrimoine immatériel de la principauté. Je pourrais dire qu'il y a un deuxième hymne national, c'est notre fameux Piamo Fresco, Prenons le frais. C'est d'ailleurs une des chansons préférées du souverain. Le quotidien d'Oucantine, ce sont des répétitions régulières dans cette petite salle qui abrite aussi l'Académie des langues dialectales et où se mêlent rigueur et convivialité. Et il y a bien sûr aussi toutes les grandes fêtes traditionnelles, la Sainte-Dévote ou Cavagnetu, ou les fêtes de la Saint-Jean et de la Saint-Roman. Chaque représentation est l'occasion de partager un peu de l'âme monégasque, de rappeler que cette langue si rare et précieuse continue de vibrer dans les cœurs. J'ai fait le monégasque tout le long de ma scolarité. Jusqu'en terminale, je l'ai passé au bac. Chaque année, j'ai fait le concours de langue monégasque. J'ai fait les scénettes. Donc la langue, je l'ai toujours aimée.
Et là, en venant aux cantines, on l'aime autrement. C'est-à-dire qu'on est avec des personnes qui l'ont parlé, qui l'ont vécu et qui la parlent encore. Et donc toujours toutes les blagues en monégasque, tout le point d'humour, le point d'histoire, c'est incroyable. Et le Cantine d'Aroca, c'est aussi une petite famille, un groupe soudé où les générations se côtoient et s'écoutent. Ici, les plus anciens transmettent leur savoir avec bienveillance et les plus jeunes apportent leur énergie et leur attachement renouvelé à la tradition. Un lien intergénérationnel fort qui fait la richesse et la longévité de la chorale. C'est une petite famille, le Cantine. C'est un groupe, c'est vrai qu'on est sérieux, on chante et pour arriver à la qualité vocale, parce qu'il faut voir que tous les chanteurs, aucun n'a fait de la musique. Ni après est allé au conservatoire de musique pour apprendre la musique ou le solfège. Donc c'est vraiment la passion qui les anime et on est une petite famille parce qu'on se connaît tous depuis toujours. Donc on s'inquiète les uns des autres et donc c'est hétéroclite et c'est intergénérationnel. Avec Françoise, on rit, on plaisante et nous sommes une grande famille. Ce qui me plaît, c'est d'abord c'est l'ambiance de la chorale parce que c'est vrai que il ne suffit pas d'être avec des bons musiciens pour prendre du plaisir. En fait, je navigue entre le monde du jazz et le monde du folklore et ça me plaît. J'aime chanter et j'avais envie de faire partie d'un groupe et ce groupe est si joyeux, si enthousiaste que ça donne envie de venir avec eux quand on les voit faire les animations partout. Aujourd'hui, en fêtant cet anniversaire, le Cantine d'Aroca ne célèbre pas seulement des années d'existence, il célèbre la mémoire, la transmission et l'amour d'une culture bien vivante. Tant que ces voix s'élèveront, le monégasque continuera de chanter l'histoire de tout un peuple. Autre tradition, la ronde d'amitié monégasque. Il s'agit en fait d'une balade initiée il y a 40 ans par les carabiniers du Prince et avec le soutien du motoclub de Monaco pour mettre en relation les différents pelotons motocyclistes des forces armées françaises et monégasques. Ensemble, ils sont partis à 8h30 du quai Antoine Ier pour 3 heures de ronde, direction Saint-Martin-Vésubie avec un arrêt au col de Turigny avant de redescendre en Principauté à midi pour le déjeuner. Écoutons le président du motoclub, Christophe Gréco. Nous avons le groupement EDSR 06, donc la gendarmerie nationale, l'escadron départemental de la sécurité routière du département des Alpes-Maritimes. Nous avons les douanes, nous avons la brigade CRS Sud, la sûreté publique bien évidemment avec les carabiniers du Prince, ça c'est évident. Police municipale de Nice qui va arriver également aussi, puisqu'ils sont encore dans les temps, tout va bien. Non, on fait les choses, voilà. Toutes les brigades motorisées des forces armées des communes limitrophes sont évidemment conviées et chaque année elles répondent présentes à l'appel. C'est réellement un moment d'échange, il n'y a rien d'autre que de l'échange, de l'amitié et un partage qui fait beau à voir. Les images parleront d'elles-mêmes, j'imagine, puisque quand vous voyez autant de forces de l'ordre réunies pour la simple et même cause, moi ça me remplit de joie. Des propos recueillis par Théo Schumer et Lionel Bernardi. Passons à une belle initiative. Pour obtenir leur baccalauréat international, Lilou, Saké, Perla et Joséphine, 4 élèves de terminale de Monaco, ont réalisé un projet artistique en direction d'enfants de l'association monégasque Les Enfants de Francky. Le principe est simple, utiliser l'art comme vecteur de joie et de partage pour créer du lien. Le récit de Sarah Vuillemin sur les images de Thomas Deus. 4 élèves du lycée international de Monaco ont mis en œuvre leur créativité dans le cadre du programme CAS du baccalauréat international. Ils ont fait naître un projet artistique en collaboration avec l'association Les Enfants de Francky. Le but, donner le sourire à des enfants autour d'activités manuelles sur le thème d'Halloween. On fait un projet qui s'appelle CAS, c'est Créativité, Activité et Services. Et en fait, on peut inventer, créer notre projet. Ce projet, il a été monté, je pense, il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. On est allé voir Francky, l'association. On a parlé avec les personnes de l'association. Et puis, on a essayé de voir combien d'enfants il y aurait besoin, quelles activités on pourrait faire. Et s'organiser, et puis ils ont mis ça très très vite en place, c'était incroyable. Aujourd'hui on fait par exemple, vu qu'on est dans le thème d'Halloween, on s'était dit que ça pouvait être sympa de faire une activité qui puisse plaire à tout le monde, donc on a décidé de prendre toutes sortes de dessins, de petits costumes pour faire une activité très manuelle, didactique, avec toutes sortes de sens, dans les sens différents, des trucs visuels et tout ça.
Derrière ce projet, l'association réalise de nombreux événements tout au long de l'année pour les enfants malades, handicapés ou dans le besoin. Cela fait 28 ans qu'ils œuvrent pour leur donner le sourire. Mais travailler avec les enfants, c'est un vrai challenge pour ces jeunes lycéennes. Mais on peut dire que c'est mission réussie. C'est pas évident avec les enfants. Des fois, nous, on organise toujours des ateliers partout dans la semaine, le mercredi et le samedi, tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Beaucoup d'enfants, 30, 40, 50 enfants à la fois, c'est beaucoup. Mais les étudiants, ils savent exactement quoi faire. On ne doit rien dire et ils sont mieux que les bénévoles, je dois dire. Non, les bénévoles, non, mais ils savent quoi faire. Et puis l'âge aussi, c'est très, très bien parce qu'ils ont 17, 18 ans et moi, je les adore. Je les adore, tous les enfants, mais particulièrement les étudiants qui savent exactement quoi faire. La rencontre entre des enfants malades et les enfants de Monaco et les étudiants, ça n'arrive pas tout le temps et donc c'est exceptionnel. C'est un projet plein de couleurs et de générosité entre ces enfants qui a eu lieu plusieurs samedis du mois d'octobre. Vous pourrez les retrouver une dernière fois à la Maison des Associations le samedi 18 octobre, sans oublier la mascotte Frankie. En marge de l'exposition consacrée au Cinéam, plusieurs projections de films emblématiques du club, sauvegardés et conservés par l'Institut audiovisuel, sont organisées jeudi prochain dans la petite salle de l'institution. L'occasion de rencontrer les cinéastes, leurs familles et plusieurs témoins de l'époque. Fabien Bonilla s'est entretenu avec la responsable de l'action culturelle de l'Institut audiovisuel de Monaco, Estelle Massé. Estelle Massé, bonsoir. Bonsoir Fabien. La séance proposée le 16 octobre est un lien avec l'exposition de votre cabinet de curiosité, qui est juste devant moi, juste derrière vous. Et c'est dédié au club des cinéastes amateurs de Monaco qui s'appelle le Cinéam, c'est ça? Le Cinéam, tout à fait. Alors il existe encore aujourd'hui, ouais, mais on le connaît sous le nom du CIM, le Club Image Monaco. Le Cinéam, c'est son vrai nom, son nom d'origine. Il faut savoir que le club date de 1951. Ça, voilà, c'est une belle histoire dans la vie de la Principauté. C'est en fait une émanation du studio de Monaco, qui était un peu plus ancien et qui a rapidement souhaité construire une section dédiée au cinéma et notamment au cinéma amateur. Et ça a été un grand succès dès ses débuts avec beaucoup de films tournés, des sessions de formation, etc. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au-delà des extraits montrés dans le cabinet de curiosité, vous avez souhaité comme ça les montrer en intégralité dans la petite salle, comme le club finalement les présentait lors de leur séance publique à l'époque dans l'ancienne salle des variétés. Oui, parce qu'en fait l'Institut a été dépositaire du fonds du club, mais c'est associé à ces films ceux déposés par les membres qui avaient conservé leurs films ou leur famille. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une collection de 150 films qui avait une très belle richesse. Et on s'était dit que c'était l'occasion de non seulement parler de ce club, de son histoire et ses liens avec la Principauté, mais aussi d'offrir des séances de projection dans la petite salle. Non pas que des petits extraits en fait. C'est ça. On les a rénovés, ils étaient magnifiques. On les partage aujourd'hui au public, au Monégasque des années 2020, alors que dans les années 1960, c'est les Monégasques qui découvraient ces films dans la salle des variétés. C'était salle comble, toujours. C'est déjà le cas ici, puisque en fait on a déjà fait une séance en juin, une séance en juillet, avec chaque fois un programme différent. Et pour celui-ci, on espère qu'on fera salle comble aussi. Alors justement, qu'est-ce que vous nous réservez dans cette séance d'octobre? Il y a des films tournés en 16 mm dans les années 50-60, il y a des films en Super 8 réalisés un peu plus tard. Qu'est-ce que vous nous réservez? Vous avez vu l'expo, vous connaissez tout. Donc, on est obligé d'y passer. Pour rentrer dans cette salle, on passe devant le cabinet de curiosité. Donc effectivement, dans les années 50-60, c'est le 16 mm, donc ce qu'on appelle un peu le cinéma semi-professionnel, des belles conditions, mais c'est difficile parce qu'on ne peut pas enregistrer le son. Donc là, on va présenter des films qui sont ce qu'on appelle post-synchronisés ou qu'on a sonorisés nous après, pour ne pas laisser ce vide pendant le sonore, mais ce sont des filmeurs. Il y a des petites fictions, notamment une comédie burlesque à la Méliès, comme ça, où des personnages perdent leur tête, littéralement. Après, on va voir aussi, pour ceux qui ont connu peut-être les élèves danseuses du studio de Monaco, qui sont suivis comme ça par des cinéastes du club. Et puis, effectivement, il y a l'autre grand succès, c'était une grosse production pour le club à cette époque-là. C'est un hommage qui s'appelle Santa Devota, donc dédié à la patronne de Monaco.
Et là, il y a des images documentaires, des fictions où tous les membres du studio Monaco, dont Ramon Badia, pour ceux qui se rappellent de cet illustre personnage, incarnent les personnages de ce conte, de cette histoire. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Et la seconde partie, ça nous rajeunit un peu plus. Là, il y a des gens qui ont participé à ces productions qui seront dans la salle pour reparler de ces moments. Ils s'appellent un peu les copains associés. Hein. D'accord. C'est comme ça qu'ils signent les films dans les années 80. C'est tourné en Super 8 et là, la technique aidant, ils vont se confronter au son direct et nous raconter des histoires improbables, hein, comme cette recherche. Par exemple, le bateau perdu, que l'on doit à Olivier Bonello. Qu'on connaît bien, qui a été un caméraman chez nous pendant des années. C'est ça. Et ben, ses premières classes, hein, il les a fait au club. Et avec ce film-là, il a réalisé une fiction un peu documentée ou un documentaire fictionné. Voilà, il nous dira peut-être le fin mot de l'histoire, mais ils sont à la recherche avec le club de sous-marins de Monaco. Ils sont à la recherche de l'épave du bateau qui a été abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, des fois c'est très improbable. Et ils se sont aussi, toujours ces copains associés, confrontés à l'idée de faire eux aussi dans les années 80 un film carte postale sur Monaco, avec musique, synthé et tout. Hein. On est vraiment dans les années 80. Ça s'appelle Mounegou. Musique de l'époque. Voilà. Mounegou, donc c'est découvrir les années 80 à Monaco et en cinéamscope. Hein. J'ai bien dit cinéamscope. Donc là, c'est Super 8, sonore et en format cinémascope. Écoutez, on vous donne rendez-vous. Venez dans la petite salle de l'Institut audiovisuel le 16 octobre à 19h. Merci Estelle. Merci. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain aux commandes de votre 19h Émilie Rousseau. Et comme chaque lundi, ne manquez pas la sortie d'un nouveau podcast. Geneviève Berthier a reçu Sophia Valéry, la résidente monégasque, détaille notamment son dernier projet, Meet the Driver, à travers lequel elle nous immerge dans les coulisses du sport automobile. Belle soirée sur Monaco Info et bonne semaine. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, ravi de finir le week-end avec vous. Le temps est capricieux ce week-end. Je vous avais promis un grand soleil pour ce lundi. Promesse difficile à tenir finalement, puisqu'il est possible que quelques petits nuages pointent le bout de leur nez demain, mais très légèrement. Le matin, les conditions resteront favorables, seulement quelques passages nuageux possibles. En revanche, le ciel pourrait se couvrir un peu plus l'après-midi. Pour ce qui est des températures, là je peux vous dire avec certitude que nous attendons 20 degrés en matinée et jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Et si vous avez prévu de piquer une tête dans la Méditerranée, sachez qu'elle sera aussi à 22 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Géraud, si vous en connaissez. Et puis, ce sera la journée internationale d'un des mets les plus appréciés au monde, le hamburger. Pour l'anecdote, si vous ne le saviez pas, c'est de la ville allemande d'Hambourg qu'il est originaire et qu'il tire son nom, et non des États-Unis. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'il rejoint le territoire américain et qu'il sera popularisé, comme vous le savez, dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, grâce aux chaînes de fast-food que nous connaissons tous. Et là, je parie que je vous ai donné faim. Bonne soirée sur Monaco Info et bon appétit. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.